malgré ça, on avait déjà décidé de lever un petit peu le pied. Quoi. Jusque-ci, ça fait depuis 4 ans maintenant, hein, on fait entre 40 et 50 événements par an. Donc, mais j'ai vu Italie, Espagne aussi. Ouais. Oui, oui. Alors, là, pour être honnête, Italie et Espagne, on les accepte volontiers parce que ça fait des vacances. Ça fait des vacances. Courtes. Toujours dans les mêmes librairies? Vous avez des points de Non, vue non, des librairies non, amies, non, entre guillemets? Non, qui- c'est des... Le festival, là, la première ils chose nous qu'on a demandent. faite en Italie, c'était le rêve de tout auteur. Il y a à Rome un festival international de littérature qui dure sur un mois. Et chaque semaine, il invite 2 étrangers. Donc déjà, Littérature c'est générale, bien d'être ouais. invité parmi les 2 étrangers. Et ça se passe au cœur de Rome, en plein air, dans les ruines de la ça s'appelle basilique San Masenzo, qui est une basilique qui est ouverte dans le sens de la longueur. Donc il y a des 3 grandes arches comme ça, et c'est un square public, tout illuminé avec une scène gigantesque, 1800 personnes, Oula. de nuit, le soir, C'est beau. dans le devant. Et ils ont fait une j'ai présentation fait un du beau bouquin reportage magnifique là-dessus, avec ouais. un acteur qui a lu le premier chapitre de Jérôme Delger avec un orchestre derrière qui faisait un peu de musique. Et après, ils m'ont fait lire un texte, enfin, ils m'ont demandé d'écrire un texte spécifique, et que j'ai eu l'autorisation exceptionnelle, parce que depuis 15 ans qu'il y a le festival, les auteurs le lisent dans leur langue d'origine. Et moi, je leur ai demandé, comme on avait des amis, et notamment, on venait de perdre un ami dont la famille était dans le public, j'ai demandé l'autorisation de le dire en italien, ils l'ont accepté. Et ça, c'est un souvenir somptueux. En plus, on a été logés à la Villa Médicis, dans la chambre turque, la plus belle vue sur Rome qui existe. Il nous gâte en plus. Après, on a fait, Celui qui est- après, on a fait des salons. On a fait des salons de Turin, Turin, des salons de Milan. On a fait aussi des signatures dans certaines librairies de Rome ou de Pise. Et on a fait des festivals aussi. Il y a un festival à Perugia, à Pérouse, qui est le plus vieux festival littéraire en Italie. Et c'était très très beau. Après, on a fait un autre festival à Pordenone, au côté de il était Venise. beau, Il celui-là. est très beau aussi. C'est complètement différent de ce qu'on fait en France. Ce qu'on vient de faire, ou même ce qu'on fait ici, là, ça n'existe pas. C'est rester 3 jours à une table pour dédicacer, ça n'existe pas. Les festivals en des Italie, conférences. ils prennent une petite ville, toute la ville joue le jeu. Il y a du C'est-à-dire qu'à monde. Il y a du Pordenone, par exemple, 50% des magasins sont décorés aux couleurs du festival, de toute la ville. Et les événements sont dispersés dans toute la ville. On peut même pas prendre la Et, photo. il y a des événements payants, des événements gratuits, des conférences, des tables rondes, des projections de films, etc. Et donc on se balade comme ça d'un événement à l'autre. Il y a beaucoup de public. C'est-à-dire qu'une conférence, une table ronde, c'est au moins 200 personnes, au moins. Et un public très, très attentif. Et on ne signe que à la fin des événements. En fait, on n'y va pas pour signer, en fait. On y va pour rencontrer les gens, pour faire des... Et ils sont vraiment passionnés, c'est-à-dire qu'ils remplissent des salles entières. À Perugia, sur la place publique principale, en dehors de tous les événements qui sont dans des monuments historiques, dans des églises, dans des anciens couvents, etc., sur la place, il y a un grand chapiteau où on a des interventions qui durent 3/4 d'heure, et c'est plein à craquer, Ouais. c'est vraiment un vrai plaisir. L'Espagne, c'est différent. L'Espagne, c'est pas tout à fait pareil. Il y a du monde aussi. Il y a beaucoup de monde aussi. Mais on est allé à Riron. Et à Riron, alors c'est incroyable, le festival du polar commence à 22 h. Ah bon, en pleine nuit, c'est Ah pas ouais, Comme au rythme espagnol, quoi. Et il est à l'intérieur d'une fête foraine. C'est-à-dire qu'il y a une fête foraine permanente, qui reste toujours sur place, et avec des grands stands de bouffe, donc là-bas c'est que du poulpe, hein, des gamelles de poulpe de presque 1,50 m de diamètre sur 2 mètres de hauteur, et ils cuisent du poulpe, ça, avec des espèces de grands réfectoires sous tente. Il y a tous les jeux de la fête foraine, les loteries, les tombolas, les manèges, etc. Et dans le fond, il y a 2 grands chapiteaux, et il y a conférence sur conférence. Et puis, t'as vu, il y a du monde. Il y a du monde. C'est incroyable. C'est vraiment complètement différent. Regarde à l'auditorium à Rome, là, le dernier qu'on a fait, c'était payant. Ouais, c'était payant. Bon, pas des grandes sommes, hein, mais comme ça, les gens viennent et ils savent combien il y a. Et au moins, la salle est pleine. Et là, on va retourner en Italie. Ah oui, là, on va faire les pouilles. là. L'éditeur italien, un peu Et ça a l'air un peu beau, par ça, récompense, là. nous organise le tour de 3 ou 4 il marche très petits bien. festivals de polar dans le sud.
va faire à Salerne, sur la côte amalfitaine, les Pouilles, dans la Botte, je ne sais pas où, et peut-être en Sicile. Et vraiment, il nous le fait vraiment comme une récompense. C'est l'importateur qui organise ça ou bien Oui, c'est l'éditeur l'éditeur italien. Mais non, le L'éditeur, français, il fait d'accord. rien, c'est nous qui organisons avec Ah, l'italien. Michel ne fait pas grand-chose pour nous. Non, c'est ce que D'accord. j'expliquais. Et explique un peu le coût d'un livre par rapport à ce que tu touches, toi, parce Oui, que mais De toute façon, c'est des choses qu'on peut dire, puisque nous, on en le fait, dit, l'économie hein. d'un livre, si tu veux, Parce que les c'est Français, ils ont tendance à en pas gros, c'est vouloir 10% parler pour de l'auteur, livres. grosso modo, en moyenne. Il y a un peu plus de 50% pour la Ils veulent nous payer diffusion, directement distribution, le livre, et puis le reste, c'est pour fabrication Oui, et mais de toute éditeur. façon, quoi. Mais dans les 50%, oui, il y a 20, 25, 30% pour le livret aussi. Oui, voilà, Là, c'est ils ça. ont Ouais. des livres qu'on vous l'a Oui. fait. Et, Ils mais disent, les gens sont souvent surpris parce que, quand on leur dit, en fait, quand tu fais un personne, salon, n'importe où, voire en France ou n'importe où, si tu fais un beau salon où tu signes 200 bouquins, Oui, oui. avec les bouquins entre les poches, tu gagnes 40 centimes et les brochures, tu gagnes 2 euros. En moyenne, ça fait 1 euro, on va dire. Quoi. Oui, oui. Et en fait, tu touches 1 euro en moyenne, donc tu vends 200 bouquins, tu as gagné 200 euros. Oui, oui. Comme en général, nous, on voyage ensemble avec Françoise. Oui, oui. Tu prends en charge son voyage, tu achètes des bouquins à des copains, tu payes un coup à boire, tu fais un resto, donc ça te coûte de l'argent à chaque fois. Ouais, tout à fait. Et les gens sont toujours étonnés, ils ont l'impression que, souvent d'ailleurs, les gens dans les salons veulent nous payer. Pareil, ils sortent le billet pour nous payer. Je dis, il faut payer au libraire. Quoi, Oui, oui. C'est Et- comme ici aussi. Ouais. Bon, c'est pas un problème. C'est pas un problème parce que c'est pas un problème pour moi, parce que je vends bien en fait. Oui, oui. Mais c'est Ouais. pour l'intermédiaire. Quoi. Voilà, encore une fois, c'est la distribution qui prend le dessus, quoi, Oui. comme partout. Quoi. Toujours. C'est-à-dire que c'est ni le libraire ni nous, c'est la distribution entre les deux, c'est comme dans les grandes surfaces, c'est comme partout. La logistique prime sur l'ensemble. Quoi. Ouais, d'accord. Et le côté gastronomique maintenant des choses. Parce que, bon, quand tu Ah, vas dans un pays, tu viens en Belgique, tu aimes déguster la Ouais. bière. Quand tu vas dans un pays étranger, je pense Ouais. qu'il y a la bière, le vin et la nourriture. Voilà, moi j'aime bien, quoi qu'il arrive, essayer de partager ce que les gens boivent et mangent dans le pays où je vais. Ouais. Quoi que ce soit. Je te garantis que dans le Mato Grosso, par exemple en Amazonie, il y a eu des trucs vraiment dégueulasses. Je ne sais même pas comment à l'époque j'ai pu les manger, toi. C'est fou. Mais ça fait partie, si tu veux, de l'honnêteté du voyage. Quoi. C'est que les gens que tu rencontres sont tellement fiers que tu fasses l'effort de faire comme eux, que ça vaut le coup. Nous, on a eu des amis, ils sont revenus, donc ils habitent en Australie, ils sont revenus en Europe, sans employer les transports aériens, mais donc bateau, moto, vélo, à pied. Ouais. Et ils ont traversé des villages où on a vu sur le grill les têtes de chiens. Quoi. Oui, oui. Donc, et ils ont dégusté. Ouais. Faut savoir le faire aussi, hein, mais manger du Mais local. les blocages sont Des asticots. culturels ou psychologiques. Hein. On mange des crevettes chez nous. Hein. On mange des créatures, on mange des huîtres vivantes, Oui. on les gobe. On raconte ça à un Chinois qui mange un chien cuit, il va dire vous êtes des barbares. Non, les blocages sont culturels. Bon, il n'y a pas de blocage en Italie. Hein. Non, les Italiens, ils mangent bien et ils mangent italien. Donc, Et quel est ton plat préféré en Italie? Ah, j'aime tout en Italie. J'aime tout. Il y a la façon dont ils savent assaisonner un plat de pâtes, c'est juste sidérant. La façon dont ils savent cuire des pâtes, Oui. c'est sidérant. Il y a plein de choses. Nous, on a un petit restaurant italien juste à côté de chez nous, à Paris. Ils sont originaires de Lucca, donc c'est à côté de Pise, quoi, dans la Toscane. Et ils font vraiment des pâtes, ce qu'ils appellent le ragout bianco, c'est-à-dire de la bolognaise, mais sans la sauce tomate, avec de la crème fraîche à la place. C'est délicieux, les pâtes aux truffes. Et même les desserts, le vin, Ah, les desserts aussi, les desserts, glaces. le vin. Souvent, j'ai appris l'italien parce que un de mes premiers jobs, il y a plus de 30 ans, je travaillais dans l'édition de magazines. On imprimait en fait, on créait un hebdo de télé. Et en fait, ils m'ont envoyé, alors que je ne parlais pas un mot d'italien, vérifier l'impression en Italie. Donc, l'italien, je l'ai appris sur place, sur le tas, avec des ouvriers imprimeurs qui n'étaient pas les plus élégants dans la langue italienne. Je l'ai appris comme ça. Et donc, j'ai découvert des choses que d'autres personnes connaissaient déjà, mais je me souviens
mon premier carpaccio que j'ai mangé sur la petite place en face de la gare de Milan, je suis revenu, j'ai dit à mes parents, j'ai mangé un truc incroyable, c'était tellement délicieux. Après on allait dans les petites trattorias, maintenant ce sont des desserts qui se font moins, mais il y avait la tradition de manger le semi-freddo. Le semi-freddo c'est une trouvaille entre le gâteau et la glace par exemple. Ou alors le summum c'était la meringuata. La meringuata qui est à base de meringue et de glace, ça se fait un peu moins maintenant. Mais les trattorias de ruelles comme de ça. province ou de ruelles, Oui, oui. c'était absolument délicieux. Ah oui, ça d'accord. Et en Espagne? En Espagne, je suis moins fanatique de la cuisine espagnole. Pourquoi? Trop d'huile? Il y a plus d'huile que... Oui, il y a plus d'huile, il y a plus de viande. Oui. Euh, mais on est allé faire un très beau salon à Valence. Et je ne savais pas, j'avais dans l'idée, moi, que la paella, c'était forcément avec des fruits de mer, des crevettes, etc. Alors la vraie paella, elle est à base de saucisses et sans fruits de mer. De la volaille. Voilà. Et on l'a mangé à Valence et c'était un régal absolu. Ah oui, oui, oui. Ah oui, vraiment, c'est très très bon. Ils ont de bons vins aussi. Ils ont la cerveza, d'accord, mais ils ont de bons vins. Ils ont le bon vin un peu fort. Oui. Un peu fort. Moi, j'aime pas trop cette tendance du vin pour correspondre aux critères californiens, d'aller vers des titrages à 14, 14,5. Ah, On est presque dans du vin cuit, on est presque à la limite de l'apéro. Pour moi, un bon vin, et ça devient de plus en plus rare à trouver, justement à cause des critères américains. Un bon blanc, un Pinot Grigio italien par exemple, à 11,5 c'est parfait, et un bon rouge à 12,5 c'est bien quoi. Quand on passe au-dessus, ça devient dur d'en boire beaucoup, donc c'est à la limite de plaisir. Ça rend les mélanges très durs, je veux dire que quand on a des vins à 14, passer de l'un à l'autre, ça commence à devenir un peu dur. Mais oui, je préfère quand même les vins italiens. Quand même. On dit que l'Italie a les meilleurs raisins et que nous avons les meilleurs vignerons. Et donc on est le chauvinisme. On est premier ou deuxième selon le critère qu'on prend, si on prend le critère du raisin. Mais les vins italiens sont délicieux. Nous on est très blancs. Donc quand on tombe en bord de mer sur un bon Pinot Grigio, c'est délicieux. Quoi. Bon, on va pas parler business, mais on va quand même en parler. Mongolie, il n'y a pas de vin là. Alors eux ils ont deux choses. Ils ont la seule chose qu'ils savent faire fermenter, c'est le lait, parce que c'est la seule. Ce sont des nomades. Oui. Ils ont une culture nomade. Donc ils n'ont que ce qu'ils peuvent transporter avec leur bétail. Donc naturellement, il n'y a pas de légumes parce qu'il n'y a pas de potager, et il n'y a pas de vin parce qu'il n'y a pas de vigne. Donc il faut fermenter le lait, et ils ont ce qu'ils appellent l'érag, qui est du lait de jument fermenté, qui titre très peu, vraiment 6 ou 7 je pense, et qui est un peu difficile à aborder quand même. Mais encore une fois, moi j'en ai bu beaucoup, souvent, avec tout le monde, parce que quand tu te laisses prendre par le partage avec la personne que tu rencontres, ça devient naturel de le boire. Et en fait le goût passe assez vite parce que les goûts en fait, ils sont liés à nos premiers contacts. Souvent les aliments qu'on aime, ça correspond tôt dans l'enfance à une découverte qu'on a. Et la façon dont la découverte se fait, si elle est dans un bon jour, dans de bonnes conditions, etc., cet aliment, elle va devenir attaché pour nous à un bon souvenir. Puis il y a d'autres aliments qui vont tomber un mauvais jour, ou peut-être que ce jour-là, nos parents nous forcent à manger, ils sont pas plus stressés, et on va prendre ça en horreur. Et c'est pareil pour les voyages, c'est-à-dire que quand tu partages l'érag, donc du lait de jument fermenté, un peu tiède, si on te dit comme ça, tu n'as pas vraiment envie de boire, si le gars qui te le sert, c'est un Mongol qui t'a prêté son cheval pour que tu fasses un beau galop dans une steppe immense, et qui s'arrête avec toi pour le boire côte à côte, et que tu as devant des chevaux sauvages qui cavalent dans la steppe avec un ciel immense, etc., l'érag devient bon. Quoi. Donc ils ont l'érag, ils ont l'arki qui est une double distillation de l'érag, je crois, donc il est un alcool un peu plus fort. Et puis par contre, ce qui est un peu terrible, c'est qu'ils ont toutes les mauvaises vodkas possibles, imaginables. C'est-à-dire que les vodkas de contrebande chinoise, etc. Enfin là, c'est vraiment de l'alcool très très dur. Mais on va avoir une cuite au lait.
Ah oui, 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 oui. C'est juste, ça titre comme certaines de ces bières ici, là. Donc, t'en bois 1 litre et ça commence déjà à sonner un petit peu, quoi. Ah oui. Tiens, on va changer, on a parlé de l'Amérique latine tantôt, on parle du vin chilien, Oui. qu'est-ce qu'il y a comme autre vin? Ben, il y a du très bon vin argentin. Argentin. Oui, il y a très bon vin argentin. En plus, nous, on est attaché à l'Argentine, puisque notre fille y vit. Et on est attaché, encore une fois, souvent le goût est attaché à des souvenirs ou à des choses subjectives. On a un vin absolument délicieux qu'on a découvert simplement à cause du nom. Le vin s'appelle Angelica Zapata. C'est un nom comme ça. Je me suis dit un jour, je vais faire un personnage de Oui, oui. Angelica. Et c'est un délicieux vin rouge, et ils ont la version blanche aussi. Non, il y a plein de bons vins en Argentine. Il y en a sûrement en Californie, mais j'ai plus de problèmes, si tu veux, avec la façon dont on veut imposer des normes. J'ai une sœur qui vit en Angleterre, et on s'accroche régulièrement avec elle sur ce sujet-là. C'est-à-dire qu'elle dit oui, mais vous nous emmerdez avec toutes vos histoires de château ceci, château cela, et elle dit dans les vins, il y a le Merlot, il y a le Chardonnay, etc. Mais pas du tout. C'est-à-dire que tu plantes du Chardonnay sur tel ou tel terroir, ça ne donne pas le même vin, ça ne donne pas le même goût. Si tu le plantes dans telle région, dans telle autre, ou même sur une colline, si tu le plantes du côté ensoleillé ou côté non ensoleillé, ton vin sera pas la même chose. C'est pas parce que c'est le même cépage que c'est le même goût. Et je ne supporte pas les gens qui, souvent ce sont des Américains ou des Américaines qui arrivent dans un restaurant et disent je veux un Chardonnay. Quel Chardonnay? Oui, lequel, oui. Ou quel Merlot? Et ce qui me dérange un peu, c'est cette sorte de normalisation très souvent imposée par le marketing américain, quoi. De la même façon que on voit changer les bouteilles, les étiquettes, parce que les Américains veulent des étiquettes un peu plus marketées. Voilà. Et franchement, de prendre un vin californien qui a une étiquette à l'américaine. Ça me dérange de voir cette notion d'étiquette à l'américaine arriver sur un Bourgogne ou un Beaujolais, etc. Bon, après, c'est très subjectif, hein, mais le vin ou l'alcool, c'est quelque chose d'indispensable dans le contact avec les gens sur place. Si on parle de Mato Grosso et de l'expédition que j'ai faite dans Mato Grosso, si dès le départ je n'avais pas échangé le petit verre de cachaça tous les matins en râpant dedans du guarana, c'est-à-dire me comporter comme eux, j'aurais sûrement pas partagé la même expérience. Avec le vin, avec la bière, il y a le poisson, il y a le fromage, il y a la viande. Tu es quoi? Moi je suis tout. J'ai pas de... Toujours tout. Tu vas au restaurant, il y a une carte, tu plonges premier sur la viande ou sur le poisson, ça dépend. Il y a des jours, j'essaie de varier les plaisirs. Donc comme c'est assez rare de cuisiner à la maison des poissons, s'il y a du bon poisson au restaurant, je suis partant. Encore que maintenant, avec les surgelés, il y a plein de bonnes choses à faire avec le poisson. Oui, tout à fait. Et non, je suis... il y a très peu de choses que je n'aime pas. Très très peu, vraiment très peu. Et en plus, on s'aperçoit qu'en vieillissant, il y a des choses dont on n'était pas fan avant et qui arrivent, qu'on finit par aimer. Moi, j'ai fait des découvertes très tard. J'ai fait des découvertes avec un imprimeur français, dans une zone industrielle, chez qui je vais vérifier une impression de magazine. Je crois que c'était, à l'époque, ça devait être la bande dessinée de Goldorak. Et il dit, bon, on va déjeuner rapidement. Et pour la première fois de ma vie, je rentre dans une courte paille. Et le gars commande une andouillette. Et j'ai jamais mangé d'andouillette de ma vie parce que une des rares choses que je n'aime pas, c'est les tripes. Et moi, j'avais fait un peu le rapport. Et puis ce jour-là, parce que l'atmosphère s'y prêtait, c'était assez détendu, je me dis, je vais essayer. Et je découvre un truc que depuis, j'adore, que je mange volontiers. Donc ça veut dire que souvent, ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, encore une fois, est lié à des expériences qui font que, d'un seul coup, tu te mets à aimer ce que, pour X raisons, tu n'aimais pas. C'est ce que font dans les écoles, souvent, les diététiciens qui vont dans les écoles pour apprendre aux gamins à aimer des légumes. Ils leur font manger le même légume sous une forme différente, et le gamin trouve ça d'un seul coup délicieux, alors qu'il l'a refusé pendant les dernières années passées, quoi. Tu fais ton marché seul ou avec François? On fait les courses ensemble. Ensemble. Ouais, on fait les courses ensemble. Et qui choisit? Je
crois que c'est un peu... c'est un peu partagé, je pense. Et qui En fait, cuisine? En fait, on est assez d'accord avant pour partir. Oui. Les deux. Les deux. On cuisine aussi souvent l'un que l'autre. Ouais. Ah, d'accord. J'aime bien cuisiner. Ah, tu aimes bien cuisiner? Ouais. Oui, oui, oui. En général, celui qui aime manger, il aime cuisiner. Oui, par la force des choses. Oui, oui. Mais par exemple, Françoise a appris à cuisiner des plats arméniens qu'elle fait très très bien. Donc il y a une sorte de transmission qui passe. Et alors on a quelques plats, si tu veux, on a des plats brésiliens qu'on sait faire, qu'on a un petit peu sûrement dénaturés à notre façon. Mais on a des choses comme ça un petit peu incontournables qui nous rappellent toujours un voyage pas une lecture, ou une culture, des gens ou des choses qu'on a fréquentées. Oui. Mais ça, c'est gai, hein. Ah oui. C'est gai. Ah oui. Et bon, François, ça fait découvrir quoi comme cuisine? Parce qu'elle a découvert l'arménien. Est-ce qu'elle t'a apporté quelque chose en découverte? Oui, ben, il y a des choses qu'elle fait très Tu bien. sais, il y a des histoires, il y a des plats de famille comme ça. Hein. Il y a des plats de famille parce que ma tante, ma grand-mère, sa spécialité, c'est. Et tu dis, tiens, je vais m'approprier maintenant. Mais maintenant, la spécialité de Françoise, véritablement, Oui, ce sont des plats, c'est un plat arménien. voilà. Le bamia avec le boulgour, etc., elle le fait de façon parfaite. À la limite, si tu veux, c'est devenu maintenant, alors sûrement aussi parce qu'il y a toujours ce côté subjectif, c'est devenu maintenant le bamia et le boulgour meilleur que celui que me faisait ma grand-mère. Parce que naturellement, il y a quelque chose d'affectif qui est attaché, toi. Mais sinon, François, elle fait tout, elle fait des gratins délicieux. Donc ça risque d'arriver dans les prochains romans, ça. Il y aura toujours, Cette découverte d'une il y aura cuisine. toujours quelque chose parce que ça fait... il y a deux aspects pour être honnête. C'est devenu un peu une image de marque de ce que j'écris. Oui, C'est-à-dire que maintenant, je sais que les gens vont attendre que dans les bouquins, d'une façon ou d'une autre, je parle de bouffe, oui. de nourriture ou de bouffe d'un côté négatif. Mais ça veut dire qu'ils Ou du tu les nourriture. as bien emmenés sur le local, sur le lieu. C'est Oui. ça qui est bien. S'ils attendent ça, c'est que tu as réussi ton challenge, tout compte fait. Attends, même dans le troisième lion d'Elger, quand je parle de New York, donc je parle des hamburgers, etc., ça peut être bon, un hamburger. Oui. Il faut qu'il soit bien fait, si tu veux. Tout à fait. J'ai écouté une statistique la semaine dernière, je crois. Les journalistes s'étonnaient que le hamburger soit devenu la première consommation des Français. Et ils rajoutent derrière, la preuve c'est que maintenant ça se sert en assiette. Mais un hamburger en assiette, c'est jamais qu'un steak haché préparé différemment. Oui, oui. Donc tant qu'il est entre deux tranches de pain, c'est quelque chose de particulier. Mais quand c'est 250 grammes de viande hachée dans une assiette avec des frites et autre chose, les sauces qu'on peut mettre dessus, c'est jamais qu'un steak haché préparé autrement. Oui, oui. Donc c'est une fausse information, si tu veux. C'est jamais que la réinterprétation de quelque chose. Mhm. Tu parles en mangeant? Moi, je parle tout le temps. Tu parles tout le temps. Tu en as aperçu, je parle tout le temps. C'est curieux parce que je peux rester très longtemps sans rien dire, à travailler, à écrire, etc. Mais j'aime parler. C'est pour ça qu'ils t'ont engagé. Je me dis, il a une gestuelle, donc c'est normal qu'on t'ait envoyé en Italie, quoi. Tu as déjà. Oui, ça va. Voilà. Voilà. Mais pourtant, dans l'écriture, tu aimes le calme. Non, j'écris absolument pas dans le calme. J'écris. Je suis pas isolé quand j'écris. Oh, ben, tu vas pas dans une taverne, tu es quand même dans le train, tu sais. Oui, d'accord. Mais je veux dire par là, tu sais écrire sur une terrasse où il y a du monde. Oui. Oui, d'accord. Je peux écrire dans n'importe quel environnement, franchement. C'est bien ça. C'est un gain de temps incroyable. C'est pas En comme tout cas, celui c'est pratique. qui se lève à 5h du matin, avant tout le monde, pour dire tiens, j'ai la paix jusqu'à 8h du matin. Mais, Parce que 8h du matin, c'est madame qui va me demander de faire ci, c'est là, puis c'est les enfants à l'école, et c'est parti, on ne sait plus rien faire. Mais donc c'est gai. mais il y a un des avantages, si tu veux, c'est que il y a une partie des premiers Guillaume Delger que j'ai écrit sur mon lieu de travail. Donc, dans l'agitation du lieu de travail, j'ai une petite agence de com, on est 5, c'est moi qui donne les ordres, c'est moi qui répare le travail, tout passe par moi à un moment, donc dans cette agitation-là. Et puis quand j'ai arrêté, en tout cas j'ai arrêté d'y aller, je continuais à travailler, mais j'y vais plus. Tu as délégué, quoi. J'écris, j'ai délégué à mon fils. J'écris maintenant beaucoup plus souvent à la maison. Donc ce serait assez difficile, si tu veux, d'aller m'isoler chez moi. C'est-à-dire que notre vie de famille, notre vie de couple, si tu veux, elle serait assez tordue d'être ensemble dans la maison toute la journée, et puis moi enfermé quelque part,
pendant 8 heures. Oui, je Et, comprends. donc, en écrivant un peu n'importe où, je peux écrire, et Françoise elle est à côté, elle peut faire autre chose, travailler sur les photos, et puis je peux me lever pour aller faire la cuisine, comme je peux continuer à écrire, puis elle peut aller faire la cuisine, et puis on pousse un peu tout ce qui est sur la table pour mettre de quoi dîner avec notre fils qui vient souvent déjeuner avec nous. Voilà, c'est un peu bordélique, mais au moins c'est convivial. Il n'y a pas ce côté... J'ai des amis, hein, des auteurs que tu dois connaître, et à qui tu as dû parler, et qui eux montent dans leur bureau à 8 h du matin et en sortent à 18 h. Oui, oui. Et je trouve que c'est dur pour... C'est astreignant, ça. Oui, en plus, honnêtement, moi je ne pourrais pas le faire parce que dès que je suis tout seul, dès que je suis isolé, je cède à la distraction. Ah, C'est-à-dire que c'est curieux, hein. Si j'ai du monde et si c'est animé autour de moi, j'arrive à me concentrer sur ce que j'écris. Mais si je suis tout seul, ah, voilà. Tu es distrait alors. alors je regarde la dicteur, Voilà. la guitare, je me lève, j'essaie de gratouiller un petit peu, puis je la repose, puis je reviens. Et puis après, je vois autre chose, un bouquin que je remarque dans la bibliothèque dont j'y vais, je le feuillette, je me dis ah ça peut être le début de quelque chose. Et voilà. Alors que quand je suis pas isolé, je cède pas à ça. Tiens, j'ai un autre instrument. Non, non, et on ne peut même pas dire que je joue de la guitare. En fait, j'ai fait un pari idiot. Mais tu fais souvent des paris au Oui, chapeau. oui, je sais que je fais toujours des paris idiots. On avait fait une très grande fête pour nos 50 ans. Oui. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire pour nos 55 ans? Oui. Et je m'étais dit, voilà, je rassemble 2-3 copains et on fait un groupe. Moi, je me mets vraiment à la guitare, que je m'étais vraiment pas mis, quoi. Et puis, je loue une salle, et j'invite tout le monde, je fais un concert, et mon unique cadeau, c'est que on me fasse un triomphe absolu, même si je massacre tous les standards du rock'n'roll. Ah, d'accord. Donc on a essayé de mettre ça sur les rails pour 55 ans, ça n'a pas marché. Mes copains ont dit oui, puis à l'époque on travaillait encore tous, quoi. Donc j'ai dit on fera ça pour les 60 ans. 60 ans, ça a tenu 2 mois, et puis les types sont partis en vrille, pareil, tout le monde travaille encore. Et donc normalement on avait décidé de faire ça pour les 65 ans. Et là on s'y était mis un peu plus sérieusement. Mais moi-même le premier, je m'étais pas mis, il faudrait que j'apprenne 15 standards du rock, tu vois. Oui. Et je m'étais vraiment pas mis, j'ai trouvé comme excuse que les autres n'y étaient pas pour moi de ne pas le faire. Et puis là, j'ai raconté ça, donc à 65 ans, je commence dans le polar, donc je commence à rencontrer des auteurs de polar, dont la moitié sont des joueurs de guitare ou des batteurs, enfin bref, ce sont des rockers, quoi. Et je tombe sur quelques mecs qui me disent ah, bah, c'est génial, donc nous on s'y met. Et là, il y a 2 semaines, même pas, hein, Jean-Luc Bizien, donc, et lui est un excellent guitariste de rock, m'a envoyé une liste de 20 standards à apprendre. Il a trouvé une salle, je crois, pour octobre prochain qui va nous accueillir. Il a trouvé un batteur, il a trouvé un bassiste, et je suis apparemment obligé de m'y mettre. Donc normalement, je devrais me mettre véritablement à la guitare, parce que je ne sais moi que les accords de base, quoi. Je sais les accords majeurs, les mineurs et les septièmes, basta. Et donc il y a un vrai boulot derrière. C'est un peu comme aux échecs, si tu sais déplacer les pions, mais c'est pas parce que tu sais comment se déplacer les pions que tu peux jouer. Voilà, je suis dans cette situation-là, et j'ai un exemple avec les échecs qui est assez cuisant, puisque en 66, j'étais à New York, j'étais tout gamin, j'avais 17 ans. Je travaillais dans un restaurant, et j'habitais dans un sale quartier qui était le Bronx, avec plein de types un peu bizarres. Et on m'avait mis sous la garde d'un gamin qui avait 2 ans de moins que moi, mais qui était une baraque énorme, qui s'appelait Shahan, qui était libanais. Et donc j'appartenais au clan des Libanais. Ah, ouais. J'étais chez des Arméniens. Et un jour, Shahan m'emmène quelque part, on arrive dans un appartement, qui manifestement n'était l'appartement de aucun mec de la bande. Probablement c'était un casse en cours, quoi. Donc pendant qu'il y en avait une dizaine qui étaient dans le salon comme ça, il y en avait 2-3 qui essayaient d'ouvrir des armoires ou des buffets. Et puis le reste de la bande ne me connaissait pas. Et Chan dit c'est un Français, il a son bac, il va en fac de droit, etc. Et donc il m'a présenté comme un super intello, quoi. Et il y avait 2 mecs qui jouaient aux échecs. Et Chan me dit tu joues aux échecs? Et moi, prétentieux comme pas un, tu sais, ouais, bon, je savais déplacer les pièces. Et hop, il me dégage une place, je
je me mets en face d'un gamin qui ressemble à rien, toi. Et je me fais battre avec le coup du berger, c'est-à-dire que c'est le seul moment aux échecs où tu perds en 4 coups. Ah bon. C'est la défaite la plus rapide, la plus humiliante. Et au moment où je suis mat, ça dégénère en bagarre générale. Sean me prend, me jette par la fenêtre, on était au premier, me jette par la fenêtre, saute derrière moi et on part en cavalant avec 20 mecs derrière qui sont prêts à nous faire notre pot, parce que naturellement, comme moi j'étais un intello parisien, français qui débarquait, ils avaient tous parié, ils avaient parié sur moi, ils ont cru que c'était une combine si tu veux pour faire monter les paris. Donc voilà, j'en suis à la guitare au même stade où j'étais aux échecs en 66. Il n'y a pas un auteur qui joue Elori. Et alors il joue, il a un très bon groupe. Ouais. Bien, bon. Ah ouais, il joue quelquefois en France, il est venu au salon sans nom, au festival sans nom de Tu l'avais Mulhouse, croisé il y a un an ou deux? avec son groupe, et il a il fait du folk rock, des ballades, avec un très beau son, et il joue avec des grands musiciens, des musiciens qui ont appartenu à des vrais groupes. C'est bien ce qu'il fait. Qu'est-ce que tu as déjà rencontré? Bon, c'est un personnage aussi, hein. Bon, il écrit, il joue. Quel est l'autre personnage qui t'a marqué un petit peu dans ton monde? Un type qui s'est cuisiné comme... ou bien qui t'a fait découvrir Il y a un garçon que j'aime... Il y a deux garçons que j'aime beaucoup. Il y a Jean-Luc Bizien. Jean-Luc Bizien qui a écrit une tonne de bouquins, des polars. Il vient de la fantaisie, hein. Il vient du jeu de rôle, de la fantaisie, etc. Mais il écrit des très bons polars. Il a écrit une trilogie magnifique qui se passe en Corée du Nord. Donc là, il faut déjà aller chercher une trilogie en Corée du Nord. Et dont le dernier s'appelle Crotal, qui est vraiment très très bien. Et Jean-Luc, il a cette particularité d'être un excellent guitariste de rock. C'est lui d'ailleurs qui va donner la liste des 20 standards à apprendre. On est allé l'autre jour au festival de Neuilly-Plaisance, et le soir il y avait une petite soirée chez Jean-Hugues Oppel qui organise le salon, enfin qui participe à l'organisation du salon. Jean-Luc avait amené sa guitare, et tu lui demandes n'importe lequel des 25 ou des 20 standards, hop, il prend les guitares, il te fait les riffs, les accords, etc. Et il a une deuxième particularité qui me laisse moi pantois, c'est que c'est un prestidigitateur de proximité. Qui te fait des trucs de cartes devant toi à 50 cm, et tu comprends rien, et ça t'énerve. Donc j'aime bien ce gars qui, en plus humainement, est vraiment un mec que j'adore. Et puis il y a un autre type que j'aime bien, qui n'a pas de talent particulier, mais que j'aime beaucoup, qui a écrit un livre vraiment très très fort, très émouvant. C'est Eric Maravellias qui a écrit La Fossoyeuse. On a rencontré à Paris. Que tu as rencontré. Et voilà, ça, il y a plein d'autres personnes que j'aime bien, si tu veux. Mais ça sont vraiment deux personnes que j'aime beaucoup. Oui, d'accord. Et les dames? Les dames, c'est pas qu'il y a peu de dames dans le polar, parce qu'il y en a de plus en plus. Mais je sais pas, je pourrais pas te dire, il y a des gens dans le milieu que j'aime bien. Il y a une libraire, par exemple, à Porto Vecchio en Corse, qui organise un salon en Corse, qui a une librairie qui s'appelle... je crois que c'est Lire au soleil, je crois, le Livre au soleil, et que j'aime beaucoup pour son dynamisme, pour ce qu'elle fait. Elle a fait un truc fantastique, elle m'a invité pour une signature, et quand on est arrivé, elle avait organisé un repas mongol. C'est-à-dire que les volontaires étaient allés sur internet, avaient trouvé les recettes, avaient cuisiné mongol, et elle avait organisé un repas où 50 personnes avaient payé pour un repas mongol, et j'ai passé, il y avait 5 grandes tables de 10, et j'ai passé 10 minutes ou un quart d'heure avec chaque table. Et je trouve ce genre d'initiative remarquable. Des fois on se dit, qu'est-ce qui peut renouveler le genre? Et voilà, bon, et Christelle, donc c'est une personne que j'aime bien, parce qu'elle a cette énergie d'aller au fond des projets. C'est l'imagination. Ouais. Mais surtout cette énergie d'y aller, parce que quand tu habites à Porto Vecchio, au sud de la Corse, et que tu veux monter un salon du polar, il faut que tu en remues quand même des inerties, tu vois, parce que l'inertie administrative, l'inertie locale, c'est terrible. Et elle a une pêche incroyable, et c'est vraiment une bonne surprise, quoi. Patrick, je te remercie parce qu'on a passé un moment extraordinaire. Et merci à toi. Merci à En toi. ta compagnie, un après-midi, on a vu tous les fans qui étaient là, l'interview qui s'est fait par après, et je dois dire, bon, venir chez nous ce soir, discuter un petit peu de choses et d'autres comme ça. Ouais, c'est très sympa. C'est adorable de m'avoir reçu, et c'était très agréable. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci les coulisses. Tu veux que je